Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième webinaire de FUSE consacré aux formations qui permettent de conjuguer à la fois un cursus artistique intensif et une formation d'un autre type général. Et on va avoir plusieurs modalités possibles. Tout d'abord, tout ce qui peut vous permettre de choisir, par exemple, une formation à distance, donc avec la fédération des enfin, des formations justement de l'enseignement à distance, mais interuniversitaire, et par ailleurs un certain nombre d'établissements qui proposent un aménagement ou un fonctionnement propre pour les artistes de haut niveau. Donc vous verrez que c'est chaque fois différent, mais que justement cela vous permet de de faire un peu, d'arriver à comprendre comment ça peut fonctionner et d'avoir une idée de ce type de fonctionnement. Je passe sans transition, donc vous allez pouvoir poser vos questions par le fil Q&R. On les prendra au fur et à mesure après chaque intervention, donc n'hésitez pas à poser vos questions dès le départ, le plus vite possible si vous voulez, et voilà, en fonction d'eux, et on les prendra et on refera un temps de questions-réponses éventuellement tout à la fin pour pouvoir, si on n'a pas euh, avancer suffisamment sur toutes les questions que vous vous posez. Je passe la parole tout de suite à Sandrine Albert pour l'enseignement à distance, qui va pouvoir vous expliquer à quel point il existe une offre extrêmement riche de formation à distance que vous pouvez aussi, que c'est une des solutions qui permet de concilier enseignement général et artistique. Sandrine, à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chef de projet à la FIED, à la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, qui est un regroupement sous la forme d'association loi 1901 d'établissements d'enseignement supérieur qui propose des formations en ligne ou hybrides, c'est-à-dire en partie en ligne et en partie en présentiel. Dans le cadre de mes fonctions, j'interviens aussi comme ingénieur pédagogique sur le passeport EAD, qui est un dispositif de préparation aux études universitaires en ligne, qui est disponible sur notre site et que je vais vous présenter également. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter notre site et en particulier le moteur de recherche. Voilà, je vais partager mon écran. Alors, sur le moteur de recherche, sur la page d'accueil, vous avez le moteur de recherche. Vous pouvez faire des recherches sur les formations par les villes, par les disciplines, par les établissements qui proposent des formations, le type de diplôme. Et nous avons deux nouveaux champs de recherche. Le premier, c'est public empêché. Et donc là, vous trouvez les étudiants artistes de haut niveau, ce qui nous intéresse. Et puis, la dernière recherche possible est pour ça, soit les formations en ligne, complètement en ligne, soit les formations hybrides. Alors, si nous faisons une recherche pour public empêché, étudiants artistes de haut niveau, voilà, ça vous donne les résultats des formations qui sont disponibles. Alors, je voudrais quand même dire que ces deux champs sont récents et tous les établissements n'ont pas forcément actualisé leurs fiches. Donc, il est très probable que pour le moment, il y a plus de formations qui soient disponibles, mais elles ne sont pas, vous pouvez pas les trouver en utilisant ce champ de recherche. Mais vous pouvez les trouver si vous cherchez par discipline ou par type de diplôme. Alors, pour donner un exemple d'une formation, donc vous cliquez sur le titre, ça vous emmène sur la fiche de formation. Alors, celle-ci, par exemple, c'est une licence en histoire de l'art qui est hybride. Donc, on vous dit, comme c'est hybride, vous avez en principe le temps de présentiel dans l'établissement. Donc là, c'est entre 1 et 5% dans l'établissement et le reste se fait en ligne. Ensuite, vous trouvez donc les informations sur la formation. Vous avez les prérequis.
Et ensuite, les informations de contact. Alors, suivant les informations que vous voulez, les informations d'inscription. Et puis, en principe, il y a le lien vers le site. Alors, vous pouvez pas vous inscrire sur le site de la FIED. Hein. Nous, on vous redirige vers les établissements et vous voyez avec les établissements si vous avez des informations ou sur Parcoursup. Voilà, ça c'est pour le moteur de recherche. Vous pouvez également trouver quelques outils qui peuvent vous intéresser en dessous du moteur de recherche. Donc, vous avez l'aide à l'orientation. Euh, donc, sur cette page, vous avez un petit test qui vous est proposé et qui est fait en fonction de vos préférences et de votre personnalité. Et donc, une fois le texte fait, vous avez un résultat en fonction de votre personnalité et on vous dirige vers des domaines d'études. Alors, par exemple, si le test a donné comme résultat que votre personnalité est plus tendance à être réaliste, vous êtes redirigé vers des domaines d'études de sciences humaines et sociales ou de sciences d'études ou de sciences, technologies et santé. Alors, vous pouvez faire ou ne pas faire le test. Hein. Si en option, vous pouvez aller directement vers le parcours d'aide à l'orientation. Hein. Donc, le parcours d'aide à l'orientation, vous cliquez sur Commencer le cours, puis en haut sur Continuer. Et on vous propose donc votre niveau d'études actuel, donc par exemple lycéen. Et ici, vous allez avoir des informations sur les types de diplômes proposés. Alors, ces types de diplômes, c'est ceux qui sont proposés sur notre site par les établissements qui proposent leur formation sur notre site. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres en dehors. Hein. Donc, vous pouvez vous renseigner sur les diplômes. Une fois que vous savez lequel vous intéresse, vous saisissez le diplôme. Ensuite, vous avez des informations sur les domaines d'études. Donc, pareil, vous pouvez consulter. Et une fois que vous avez consulté, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Ensuite, vous trouvez les informations sur les disciplines. Donc, toujours le même système à consulter. Vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Et enfin, vous avez un lien qui vous redirige vers le moteur de recherche avec les formations qui correspondent au parcours que vous venez de faire. Et donc là, vous pouvez consulter les fiches. Sur le moteur, sur la page d'accueil, pardon, vous avez d'autres informations qui peuvent être intéressantes pour vous. En particulier, vous avez des informations sur les campus connectés et les Digital Academy. Ce sont des lieux tiers qui permettent aux étudiants à distance de se retrouver, d'avoir des tuteurs et de pouvoir aller étudier dans des lieux tous ensemble. Donc, vous pouvez consulter sur cette page-là pour avoir plus d'informations et voir s'il y en a proche de chez vous. Et finalement, le passeport EAD dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un dispositif donc de préparation aux études, qui est en accès libre sur notre site. Il est mis à disposition des établissements. Il y a de nombreux établissements qui le proposent à leurs étudiants. Mais les étudiants peuvent, eux, de manière autonome, se connecter sur notre site et y accéder aussi. Alors, je vais me connecter. Alors, lorsque vous cliquez, pardon, je vais vous montrer d'abord ça. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous avez un petit questionnaire à remplir, qui est très court, hein, 4 questions. Et une fois que vous l'avez rempli, vous avez un lien pour vous connecter sur la plateforme, avec un guide de connexion aussi également. Alors, je vais me connecter. Je vais vous montrer le passeport.
Donc, vous avez une présentation donc, du dispositif, avec également une petite présentation de la plateforme. Ensuite, vous avez un module de méthodologie de travail de formation universitaire. Alors, tous les cours sont présentés de la même manière, hein. Il y a tout d'abord une présentation et ensuite, on clique ici, en dessous de la présentation, sur le lien pour accéder au cours. Voilà, je ne vais pas vous montrer tous les cours, mais je vais vous montrer une vue générale de ce qui est proposé. Donc, la méthodologie de travail universitaire. Ensuite, vous avez un cours de recherche documentaire. Puis, il y a 3 cours de remise à niveau en français, anglais et mathématiques. Alors, on va rentrer dans un des cours que je vais vous montrer. Ces cours commencent tous par un test d'autopositionnement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire tout le cours, mais on va vous diriger vers, en fonction de vos besoins, de vos connaissances, vers la partie du cours qui vous serait utile. Voilà. Et ensuite, après ces 3 cours, il y a aussi Préscience, qui est aussi d'une remise à niveau, pareil qu'avec un test d'auto-positionnement, et 2 modules de découverte, un module de gestion et un module de psychologie. Voilà. Et ce cours est donc en accès libre sur notre site et disponible gratuitement à tous ceux qui veulent le faire. Il y a aussi des établissements qui le proposent tout au long de l'année, pas seulement avant la rentrée, pour quand ils voient qu'il y a des étudiants qui en ont besoin, donc vous pouvez consulter à tout moment. Voilà, si vous avez des questions sur le cours ou sur la plateforme, eh bien, je suis à votre écoute. Merci, Sandrine. Mais du coup, je pense que vous avez répondu au fur et à mesure aux 2 premières questions qui arrivaient, qui étaient effectivement comment on trouve, enfin comment on accède au test, qui était, je pense, le passeport EAD. Donc, du coup, on va laisser s'il y a d'autres questions qui arrivent et pour le coup, franchement, on va partir sur l'université Gustave Eiffel et Sandra. Et s'il y a des questions qui arrivent par écrit, on les reprendra sans aucun problème et on les proposera. Voilà, juste après Sandra, on va regrouper les deux. Comme ça, on laisse le temps au public de poser les questions si nécessaire. Mais c'était, je pense, assez clair et je pense qu'ils peuvent aller voir sur le site eux-mêmes pour tester. Sandra, donc là, on va rentrer dans c'est quoi le statut d'artiste de haut niveau à Mhm. l'université Gustave Eiffel. Tout à fait. Ben, je vous remercie tout d'abord de votre invitation ce soir, hein. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter donc ce que notre université propose aux étudiants désireux de poursuivre à la fois un cursus universitaire et puis une formation artistique en parallèle. Donc moi, je suis Sandra Collet, je suis référente de la mission agriculture qui est le service culturel de l'université Gustave Eiffel. Et donc, j'ai coordonné, hein, la mise en place de ce statut dans notre université depuis 2 ans maintenant. Il se trouve que j'ai moi-même été de très près concernée par la question, puisque j'ai suivi des études de lettres jusqu'au doctorat et en parallèle une formation de chant lyrique en conservatoire jusqu'au DEM. Donc, j'ai connu de près la difficulté qu'il y a à mener de front ces 2 parcours et je connaissais bien les écueils que cela représente. Alors, ce statut d'étudiant artiste de haut niveau consiste en fait en des aménagements d'études qui sont proposés aux étudiants inscrits dans notre université, quelle que soit la formation qu'ils suivent à l'université. Donc, c'est indépendant du niveau d'études, hein. Ce statut peut être accordé aussi bien en licence qu'en master, et il peut être accordé à tout étudiant, quel que soit son cursus, hein, aussi bien en mathématiques, en chimie, en économie-gestion, en musique ou en DUT, métier du multimédia, hein. On a eu des cas de figure dans tous ces domaines. La seule exception, ce sont les formations en alternance parce qu'elles imposent des contraintes d'assiduité avec lesquelles il est difficile de conjuguer les aménagements. En tout cas, je vous redonne l'adresse du site internet où vous retrouvez l'ensemble des formations de notre université.
Ce statut d'étudiant artiste de haut niveau, il est proposé aussi bien à des élèves engagés dans une formation en conservatoire, en école d'art, qu'aux étudiants qui seraient déjà engagés en fait dans une carrière, une activité artistique et qui auraient déjà terminé entre guillemets leur formation. Donc, les critères sur lesquels nous nous basons pour attribuer ce statut d'étudiant artiste de haut niveau, c'est de vérifier que l'étudiant qui souhaite ce statut peut nous présenter une pratique artistique intensive. On entend par là que cela lui demande un fort investissement en temps dans la semaine et que cette pratique artistique soit reconnue, soit par la production d'un document d'inscription dans un établissement de formation artistique ou par la démonstration d'une production artistique déjà abondante, que ce soit un book, des photos, des vidéos, un site web qui fasse état de ces productions. En fonction de tous ces éléments, nous proposons, aux étudiants, artistes de haut niveau, des aménagements de formation. Alors, sachant que la liste que je vais vous présenter, n'est pas proposée intégralement à chaque étudiant, hein, on discute au cas par cas, en fait, avec chaque étudiant pour voir de quoi il a besoin pour pouvoir mener de front ces 2 formations, à l'université et formation artistique, ou sa formation et sa pratique artistique. Alors, ces aménagements sont multiples, hein, ça peut être des autorisations ponctuelles d'absence à certains cours, ça peut être une dispense d'assiduité, que ce soit aux cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques. Ça peut être un changement de groupe de TD ou de TP, hein, pour permettre de libérer certaines journées, certains créneaux horaires. Ça peut être aussi un étalement du cursus, c'est-à-dire au lieu de valider une licence, par exemple, en 3 ans, eh bien, on va décider de valider cette licence en 5 ans, en déterminant quels sont les modules qui seront validés chaque année par l'étudiant. Nous pouvons également proposer de mettre en place un accompagnement pédagogique par un tuteur qui sera choisi dans l'équipe enseignante qui encadre l'étudiant, ou bien un accompagnant pédagogique par un scribe, c'est-à-dire un étudiant, un secrétaire en quelque sorte, qui prendra des notes pour l'étudiant et pourra lui transmettre des notes de cours quand il est amené à être absent. Nous pouvons également mettre en place un aménagement d'examen avec des modalités particulières ou des sessions spéciales quand l'activité artistique d'un étudiant l'empêche de participer aux sessions d'examen normales. Et puis, dernier point, beaucoup de formations de l'université Gustave Eiffel contiennent une UE dite d'ouverture ou UE libre, hein, qui est au libre choix de l'étudiant et qui, souvent est destinée à permettre l'ouverture pluridisciplinaire de l'étudiant. Permettre par exemple à un étudiant, de chimie, eh bien, d'aller suivre un cours d'histoire ou un cours de littérature, hein, pour s'ouvrir à d'autres disciplines, à d'autres sujets, à d'autres problématiques. Et nous avons proposé, bien que justement ces étudiants artistes qui, par définition, ont une formation pluridisciplinaire, ils suivent 2 formations à la fois, et bien de faire en sorte que leur activité artistique ou leur formation artistique puisse être prise en compte par une note dans leur formation à l'université. C'est-à-dire que nous transcrivons, dans leur relevé de notes, eh bien, la note qu'on attribue à leur formation artistique afin de valider cette UE d'ouverture, cette UE libre, présente dans leur, maquette de formation. Alors, comment, peut-on candidater à ce statut, hein? La procédure se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de remplir un dossier que vous pouvez d'ores et déjà consulter sur notre site internet, hein, culture.univgustaveiffel.fr, à l'onglet étudiants artistes de haut niveau. Ce dossier vous demandera de préciser la formation dans laquelle vous êtes inscrit à l'université et de déterminer, de décrire votre pratique artistique ou votre formation artistique avec un certain nombre de justificatifs. Ce dossier est examiné par une commission de la culture, commission pluridisciplinaire, hein, qui présente à la fois des spécialistes de différentes disciplines artistiques, hein, spécialistes des arts visuels par exemple, de la musique ou autres, hein, selon les spécialités des candidats, et des enseignants de l'université. Alors, je précise qu'un calendrier apparaît sur le site de la mission culture, hein, qui demande de remettre les dossiers en début d'année au 15 septembre, mais nous pouvons également examiner les candidatures au fil de l'eau, par exemple avant le second semestre, hein, pour des étudiants qui n'auraient pas eu connaissance de ce statut à leur arrivée et qui souhaiteraient en bénéficier au second semestre de l'année universitaire,
Ou bien, et ça intéressera peut-être plus particulièrement notre public de ce soir, nous pouvons aussi procéder à un pré-examen des candidats Parcoursup, hein, qui s'interrogent sur la possibilité de bénéficier l'année prochaine de ce statut si leur candidature à l'université était retenue, hein. Donc, nous pouvons déjà donner un avis de principe sur les dossiers qui nous seraient soumis au printemps pour l'année suivante. L'examen des dossiers nous permet d'une part de déterminer si l'étudiant peut bénéficier de ce statut d'étudiant artiste de haut niveau, et puis de recenser avec l'étudiant les aménagements dont il a besoin et les transmettre à son responsable de formation à l'université. Alors, les aménagements, ce n'est pas nous qui les décidons, ce sont les responsables de formation qui les valident, parce qu'il faut parfois tenir compte des spécificités de chaque formation, hein, mais bien sûr, le dialogue est toujours ouvert entre nous et les responsables de formation. Et une fois que tout le monde est bien d'accord sur ces aménagements, un contrat pédagogique est établi, hein, entre l'étudiant, la mission culture et les responsables de formation pour fixer par écrit les aménagements auxquels l'étudiant a droit et dont il peut bénéficier pendant son année universitaire. Ce statut est à renouveler chaque année, mais bien évidemment, s'il a été accordé une première année, a priori, si votre situation n'a pas changé l'année suivante, il n'y a pas de raison que votre situation soit modifiée, hein. Donc, a priori, vous pouvez en bénéficier sur l'ensemble de votre formation universitaire. Alors, nous demandons aussi aux étudiants qui bénéficient de ce statut, s'ils le souhaitent, de pouvoir eh bien faire connaître leur pratique artistique à l'occasion des temps forts de l'action culturelle sur les campus. Je pense notamment à la semaine des Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur qui a lieu début avril, hein. Nous proposons aux étudiants artistes de haut niveau eh bien, de faire la démonstration de leur talent sous la forme qui leur convient. Ils peuvent donc participer à l'animation de la vie artistique et culturelle de l'établissement. Pour plus d'informations, je vous signale la date des portes ouvertes de l'université Gustave Eiffel. Elles auront lieu le 3 février 2024 sur le campus de la Cité Descartes, qui a lieu donc sur le campus à Marne-la-Vallée. C'est la station Noisy-Champs sur le RER A, pour celles et ceux qui utilisent les transports en commun à partir de 9h30. Et puis, vous pouvez retrouver ces informations sur notre site web, hein, dont je vous redonne l'adresse ici. Vous pourrez y trouver en particulier le dossier de candidature avec tous les éléments qui sont demandés, et puis la charte qui lie finalement l'étudiant et l'établissement en signant le contrat pédagogique. Je vous donne également les contacts sur place, hein, ou à distance. Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone pour prendre plus de renseignements sur ce statut et avoir déjà peut-être une estimation de vos chances de l'obtenir l'année prochaine si vous rejoignez notre établissement. Voilà pour les informations que je pouvais vous donner ce soir. Je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Alors, on va peut-être repositionner. Donc, si on comprend bien, l'étudiant qui souhaite postuler pour l'université Gustave Eiffel va choisir des licences ou autres formations, un BUT ou autre, donc sur Gustave Eiffel, va cocher la case artiste de haut niveau. Oui. Enfin, il l'a peut-être coché en amont, hein, déjà dans Mhm. sa fiche profil. Oui. Et donc, il va candidater sur Parcoursup et à côté, il aura une autre démarche à faire qui peut être examinée par avance, si on Oui, comprend bien, exactement. cette fameuse Exactement. démarche parallèle. Mm. D'accord. Bah, écoutez, je crois qu'apparemment, ça a l'air encore très clair. Il y avait juste une question à laquelle vous avez répondu en cours, c'est-à-dire où est l'université Gustave Eiffel? Et j'aurais dû le préciser effectivement parce qu'on s'appelait autrefois Paris-Est, Marne-la-Vallée, ce qui était certainement beaucoup plus clair. Donc nous sommes dans l'Est francilien, dans la zone de Marne-la-Vallée, accessible par le RER A pour celles et ceux qui prennent les transports en commun et par l'autoroute A4 pour celles et ceux qui viendraient par la route. D'accord. Et en RER, par exemple, enfin sur Marne-la-Vallée, combien de temps c'est facile, c'est accessible à pied depuis le RER ou pas? Oui, le campus est vraiment à 5 minutes de la station de RER, donc c'est tout à fait accessible. Et la station de Noisy-Champs est à peu près à 20 minutes de Châtelet-Léal,
pour donner une estimation du temps de trajet. L'essentiel de nos formations se trouve sur ce campus de la Cité Descartes. Je dois juste préciser qu'il existe aussi quelques formations à Céris qui se trouvent au niveau de Val d'Europe. Ça concerne plutôt des licences en alternance, des licences professionnelles, donc ça concerne peut-être moins les futurs étudiants et étudiantes qui nous écoutent. Et nous avons aussi un IUT à Meaux. Il y a 2 IUT à l'université, un sur le site de Champs-sur-Marne et un à Meaux, donc là qui est accessible par d'autres moyens de transport que je ne détaillerai pas forcément, mais vous trouverez toutes les informations sur le site web, bien sûr. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense que ça a été très clair et que du coup, on va pouvoir vous libérer. Sauf si, bon, il y a peut-être des questions qui arriveront, mais peut-être qu'elles vous seront adressées aussi directement puisque vous avez donné le mail pour les envoyer. Et tout est très clair hein, sur le site. Je reviens dessus. C'est vraiment bien décrit et donc voilà, on peut facilement se repérer et comprendre ce qui se passe. Pour l'offre effectivement de Gustave Eiffel, elle est quand même très très large. Donc j'invite effectivement les étudiants qui pourraient être intéressés à vraiment aller regarder parce que il y a effectivement beaucoup de choses possibles et beaucoup de filières possibles. Merci beaucoup Sandra et je passe la parole du coup le relais à David Isidore pour Sorbonne Université pour l'université de sciences Voilà, et en statut d'artiste et sportif de haut niveau. exactement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mince, Sandra nous a quittés, mais je voulais la remercier pour sa présentation parce qu'en fait, ça va me dispenser de faire la mienne, quasiment, car on a quasiment on a le même fonctionnement à Sorbonne Université, faculté des sciences. Donc, voilà, donc à Sorbonne Université, alors je vais lancer la diapo quand même. Même si je vais aller relativement vite par rapport pour ne pas avoir trop de redites. Donc, est-ce que vous avez l'écran? C'est bon pour vous? Vous avez l'écran? Tout à fait. Donc, voilà, donc, même chose, hein, comme Marne-la-Vallée, nous avons cédé à la tentation de changer de nom aussi. Donc, nous sommes Sorbonne Université, qui est la fusion de l'ex-université Pierre et Marie Curie et de Paris-Sorbonne. Et donc, moi, je représente la faculté en bleu, là, à la faculté des sciences. S'il y a des questions pour médecine et lettres, je pourrais y répondre, mais je vais principalement parler des cursus scientifiques. Donc, David, juste, je vous interromps, c'est où? alors, c'est où? Certains connaissent pas Pierre et Marie Curie. Alors, c'est le campus Jussieu, métro Jussieu, donc c'est dans le centre de Paris. Pour la faculté de médecine, on est plutôt sur le campus de la Pitié-Salpêtrière. Et pour la faculté des lettres, c'est un peu étalé. Il y a des sites à Clignancourt et en Sorbonne-Mer. Mais pour les sciences, se passe sur le campus qui s'appelle maintenant Pierre et Marie Curie, métro Jussieu. Voilà, la grande tour au milieu du 5e arrondissement. Donc, bon, une grande fac, on n'y revient pas. Les cursus, voilà, bon, ça, c'est des choses communes à toutes les universités. Des cursus 3 ans pour la licence, 5 ans pour le master, 8 ans pour le doctorat. Je pense que la présentation vous sera envoyée, donc je reviens pas là-dessus. La particularité en sciences, c'est que vous ne rentrez pas dans une licence particulière. Vous rentrez dans un portail pluridisciplinaire. Donc, on propose 4 portails, sciences formelles, sciences de la matière, sciences de l'ingénieur et sciences de la nature. Donc, ça permet de faire un pré-choix, mais qui n'est pas définitif. Donc, le contenu de chacun de ces portails se trouve sur le site. Mais voilà, quand vous irez sur Parcoursup, ne soyez pas surpris de ne pas trouver une licence de maths ou une licence de chimie. C'est d'abord des portails pluridisciplinaires qui facilitent l'orientation des étudiants et des étudiantes. Alors nous, dans tout ça, on accompagne les sportifs et sportifs de haut niveau depuis très longtemps, donc on a plutôt un historique sportif et on a étendu depuis une dizaine d'années aux artistes, principalement musiciens et danseurs. Donc on a un savoir-faire avec pas mal de sélectionnés aux Jeux, donc il y en avait 9 à Tokyo et pour Paris, on espère en avoir 5 ou 6 de qualifiés. On a un partenariat important avec l'INSEP. Et avant, on travaillait beaucoup avec le lycée Brassens,
et le CNSM-VDP, mais voilà, comme vous le savez, le lycée Brassens n'est plus d'actualité. Alors, les lignes directrices, eh ben, comme à l'université de Créteil, donc Gustave Eiffel, toutes les formations sont ouvertes aux aménagements. Maintien en contact d'études. Donc, nous, on privilégie une poursuite qui n'est pas d'interruption. Donc, même si c'est peu de matière, si on a un étalement important, on conseille vivement de pas qu'il n'y ait pas d'arrêt dans les études. Ça, c'est une observation qu'on fait. Et enfin, vu que toutes les formations vous sont ouvertes, le diplôme obtenu, c'est un diplôme de l'université avec les mêmes exigences. Ce n'est pas un diplôme artiste ou sportif de haut niveau. Les aménagements, ça a été très bien dit par ma collègue. Le choix dans les groupes de TD pour concilier les emplois du temps, possibilité de naviguer entre les groupes, certains enseignements se font à distance. Et principalement, ça c'est un message important à faire passer aux parents et aux futurs étudiants, les journées ne font que 24 heures. Bon, en tout cas, chez nous, elles font que 24 heures. Quand on a 20 heures, voire plus de pratiques artistiques dans la semaine, et que de l'autre côté, nous, on a des emplois du temps qui se rapprochent de ceux du lycée, faire une licence en 3 ans, c'est possible. Ça relève presque de l'exploit, donc il faut avoir en tête que quand on rentre dans un cursus scientifique exigeant comme le nôtre, eh ben, une licence, ça va être 4 ou 5 ans. Ce qui n'est rien de dramatique, il n'y a rien de grave, mais il faut voilà, avoir en tête que l'étalement sera le principal levier en termes d'aménagement. Le même fonctionnement que pour Gustave Eiffel, 2 démarches séparées. Candidater en tant qu'artiste pour rentrer dans le dispositif. Et là, vous trouverez toutes les informations sur le site, un formulaire, une lettre de motivation. Et en parallèle, Parcoursup, sachant que ce sont 2 dispositifs séparés. Dans Parcoursup, on va principalement évaluer votre niveau académique. Et pour rentrer dans le dispositif, on va évaluer votre niveau artistique. Ce qui fait que vous pouvez avoir des réponses séparées. Parcoursup peut vous dire, vous avez le niveau académique, mais nous, on estime que vous n'avez pas le niveau artistique pour être artiste de haut niveau, donc vous serez un étudiant classique chez nous. Ou le contraire, nous, on peut estimer que vous avez un niveau artistique suffisant et la commission Parcoursup peut estimer qu'en tant qu'étudiant, en tant que lycéen, vous n'avez pas le niveau requis au niveau académique pour suivre des études scientifiques à Sorbonne Université. Voilà. Donc les deux sont distincts, il faut bien faire les 2 démarches. Je suis allé un petit peu vite, mais le plus important, si vous êtes intéressé par des études de sciences, samedi 3 février sur le campus Pierre et Marie Curie, donc journée porte ouverte, et nous aurons un stand sportif et artiste de haut niveau, et ce sera l'occasion de répondre à toutes vos questions. Vous avez mes coordonnées, je les laisse. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues. Oui, il y en a plusieurs. Alors, On a une petite question à laquelle ça va être peut-être plus facile de répondre. Est-ce que je sais que, et on peut le répondre tout de suite, effectivement, Sorbonne Université en lettres a aussi remis en place un statut d'artiste de haut niveau et des aménagements qui vont avec. Donc oui, ça existe aussi à Sorbonne côté lettres. Depuis cette année, en fait, ça redémarre. voilà. Alors, la licence d'économie, je vous propose qu'on attende un petit peu. Ah bah non, mais la réponse est non. Non, Non, mais pas pour vous, ça sera pour Dauphine. Voilà. La licence d'économie, c'est les collègues, et puis voilà. et à Sciences Po. Voilà. Et puis, alors, une question qui pourrait s'appliquer en fait à tout le monde, hein, c'est effectivement, est-ce que si on est au CNSM, c'est possible est-ce que c'est tenable de conduire un cursus au CNSM de Paris et un cursus à Sorbonne Université, par exemple. Mais on pourra poser la question à l'ensemble ensuite à Dauphine et à Sciences Po. Et Alors, enfin, vous avez des questions aussi de modalités ouais. de sélection. Est-ce que vous prenez en compte
le statut d'artiste de haut niveau, un petit peu quand même pour l'admission universitaire, on va dire, académique. Voilà. Un petit peu, très légèrement. C'est un petit peu pris en compte, mais au regard des exigences de la formation, le niveau académique prime. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on s'est rendu compte que ce n'était pas rendre service à des lycéens ou des lycéennes que de les admettre avec un niveau juste euh, dans des formations telles que les nôtres. Donc, la commission Parcoursup prend en compte le statut de musicien de haut niveau, mais dans une moindre mesure. Chose importante en sciences, spécialité maths obligatoire, quasi obligatoire. C'est pour répondre à la dernière question. Et voilà, spé maths, bac général, c'est quasiment obligatoire. Il y a quelques cas, dérogations, mais c'est exceptionnel. Donc, bac général, maths. Et pour répondre à la première question sur le CNSMD, c'est possible. On a des extraterrestres qui arrivent à faire des licences en 3 ans et être au Conservatoire national. J'appelle ça les extraterrestres parce que c'est très très rare. La plupart étalent leur licence en 4 ans, voire 5 ans. D'accord. Et toujours dans le même, d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une année de césure Oui, en ayant demandé à la fois donc l'accès à la licence de sciences et fait une demande d'artiste de haut niveau? oui, 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 c'est possible. C'est possible de faire une année de césure. Il n'y a aucun souci. Voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la continuité. Nous, on préfère, quand il y a un gros projet artistique, qui est une seule UE ou 2 UE de suivi, hein, ce qui est très léger en termes d'emploi du temps, mais qui n'est pas une coupure complète. Donc, mais c'est des choses qu'on pourra discuter qu'on pourra évoquer en tête à tête. Spécialité physique et conseillé, pas, c'est moins rédhibitoire que les maths, mais c'est bien d'avoir une spécialité physique. Et pour, je suppose, le CNSAD, effectivement, alors vous avez peu de demandes de comédiens, mais le CNSAD, c'est donc l'art dramatique. Je suppose que les comédiens pourraient tout à fait bénéficier du même aménagement. C'est simplement que ça s'est pas jusqu'ici trouvé. En fait, notre ligne directrice, c'est qu'on privilégie quasi en exclusivité les organismes d'État. Le CNSAD, c'est le cas. Donc, voilà. C'est là où on est beaucoup plus D'accord. frileux, c'est sur tout ce qui est école privée, on va être transparent, sur lesquels on a du mal à évaluer des niveaux, mais à partir du moment où à partir du moment où c'est un conservatoire national ou que ça suit un cursus diplômant, type DEM ou chose-là, on évalue facilement voilà. Donc, comment évaluer le niveau artistique par rapport au cursus qui est, la structure d'appartenance et le cursus qui est réalisé. Il y a les D'accord. diplômes Oui, obtenus. le CNSAD, pour vous expliquer, c'est l'homologue du CNSM en art dramatique. Voilà, c'est Bah, exactement le même établissement du ministère de la Culture. voilà. Donc, nous, à partir du moment où il y a un rattachement ministériel, euh, ça fonctionne. Ah, juste une dernière question, je la vois en licence C'est ça. sciences. Et ben, c'est simple. Les plus compliquées à suivre, c'est celles où il y a des TP. Donc chimie, biologie, géologie, c'est là où on a le moins de souplesse. Mais attention, ça c'est un conseil qui est valable pour tout le monde. On ne choisit pas une filière scientifique par rapport aux contraintes. Sinon, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment faire le cursus qui nous intéresse. Et après, on verra si c'est possible ou pas. Mais dans un premier temps, ne pas faire des choses par simplicité. Le mot est peut-être maladroit, mais voilà. Alors, une petite question pratique aussi. Est-ce que quand on s'inscrit sur Parcoursup, est-ce qu'on doit préciser qu'on fait en même temps une demande d'aménagement artiste de haut niveau où il n'y a pas d'espace où on peut le demander, où on le met dans la lettre de motivation ou... Non, non, il faut cocher le statut artiste de haut niveau, expliquer le cursus pour la commission Parcoursup, mais c'est pas la peine de préciser que vous avez fait une demande. Il faut bien faire la demande en parallèle. D'accord. Merci. Et je pense qu'on a épuisé les questions pour l'instant.
avant d'attaquer à la suite. Donc, on va enchaîner rapidement, puis on De toute façon, reviendra, de toute moi, je façon reste là. à Je coupe l'image, mais je reste là pour les voilà, questions ensuite. Il n'y a pas parce d'inquiétude. il peut en arriver qui Bien sont sûr. similaires et qui vont s'adresser peut-être aux trois. Et donc, on va justement parler d'économie avec Dauphine. Avec un cursus un peu spécifique qui s'appelle Dauphine Talent, qui est pas s'adresse à des artistes de haut niveau, mais qui a un fonctionnement propre et spécifique. Donc, je passe la parole à Anne Bizière, qui est responsable de cette formation. Bonjour. Donc moi, je vais représenter la formation, le parcours talent à l'université Paris-Dauphine PSL. PSL, c'est un ensemble d'universités qui comprend différents établissements, notamment par exemple le CNSAD dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vais lancer mon diaporama. Voilà. Alors, je suis co-responsable du parcours talent pour la licence sciences des organisations avec Monsieur Correa. Et on a aussi un responsable du parcours talent dans la licence mathématiques et informatique, qui sont en fait les 2 licences qui permettent d'entrer dans le cursus d'études de Dauphine. Alors, ce qu'on appelle le parcours Dauphine Talent, c'est quoi? C'est un parcours à horaire aménagé qui est destiné, comme pour la Sorbonne, à des artistes, des sportifs et on a aussi quelques entrepreneurs de haut niveau qui permet de réaliser les 2 premières années de licence en 3 ans, sans, qu'il y ait de contenu différent ou spécifique à ce parcours. Donc c'est le même contenu que la licence classique de Dauphine et on n'a pas non plus de concession de niveau, c'est-à-dire on ne fait pas des études au rabais, c'est exactement le même niveau d'exigence que dans la licence classique. Ce qui fait que les étudiants du parcours talent obtiennent après 4 ans d'études, normalement, le même diplôme que les étudiants qui suivent le parcours de licence classique. Il y a beaucoup de similitudes avec la présentation qui a précédé la Sorbonne, puisque en fait, là, c'est la théorie, mais en pratique, nos étudiants, eh bien, ils peuvent mettre parfois 5 ans, à obtenir leur licence parce que, comme ils suivent 2 cursus en même temps, eh bien, ils ont besoin de beaucoup plus de temps. Alors comme la question avait été posée, on a quelques étudiants du parcours talent qui sont actuellement, au CNSMDP, par exemple. Je suis d'accord avec monsieur Isidore, ce sont des extraterrestres parce que les 2 cursus sont hyper exigeants, mais ils y arrivent quand même grâce à l'étalement des études. Alors, là encore, je rejoins monsieur Isidore sur le fait que choisir un parcours aménagé, c'est pas choisir des aménagements, c'est choisir d'étudier quelque chose qui nous intéresse. Donc ce qui est très important, c'est si vous choisissez le parcours Dauphine Talent, il faut, se renseigner sur le contenu de nos licences. Donc les licences qui sont les portails d'entrée dans l'université, Paris-Dauphine, il n'y en a que 2. La première, la licence en sciences des organisations est une licence pluridisciplinaire qui comporte, de l'économie, de la gestion, du droit et des sciences sociales. Pour les étudiants du parcours Dauphine Talent, ils vont pouvoir, continuer donc choisir à l'issue du parcours, progressivement une spécialisation donc dans le domaine de la gestion, de l'économie ou des sciences sociales. Ils n'ont pas accès aux licences de droit parce que le cursus de droit nécessite, des études approfondies qui ne sont pas compatibles avec le double cursus talent. Pour ceux qui iront en licence mathématiques et informatique des organisations, là encore, c'est un portail pluridisciplinaire. Ils vont pouvoir ensuite, se spécialiser, dans certaines, branches mathématiques ou en informatique. Quel est l'intérêt de ce parcours? Eh bien, en fait, c'est, pour destiné à des étudiants qui veulent obtenir une licence de Dauphine, donc qui, au départ, sont intéressés par effectuer des études dans le domaine de l'économie, de la gestion ou des sciences sociales et qui ont également une passion artistique notamment et qui veulent, pouvoir, continuer à mener les 2 en parallèle.
Ça leur permet en fait de concilier leur passion et leurs études sans avoir à sacrifier ni l'un ni l'autre. Alors même si, in fine, c'est difficile de continuer à faire à fond des études et à fond, sa pratique artistique, ce qui est peut-être nécessaire, c'est parfois d'avoir du temps, pour pouvoir faire un choix entre les 2 de manière sereine et sans regret. Donc notre parcours, il est là pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on a certains étudiants qui suivent le parcours Dauphine Talent et puis qui, vont par exemple, ensuite, faire leur troisième année de licence, mais ensuite, choisir d'arrêter leurs études et de continuer dans le domaine artistique. Et ça, on considère que c'est pas un échec. Les études à Dauphine leur auront permis, de choisir de continuer dans une carrière artistique sans avoir de regrets sur, ce qu'ils auraient pu faire, par ailleurs, par exemple en économie. Et puis en même temps, ils ont quand même, une licence, ce qui peut être très utile si après ils ont envie d'exercer, certaines fonctions. Par exemple, on a des étudiants à double cursus qui vont, suivre des formations pour ensuite, travailler dans la gestion des événements culturels, heu, formations pour lesquelles ils seront particulièrement bien placés du fait de leur expérience artistique. Donc le parcours, en fait, permet de rentrer à Dauphine sans se planter. Surtout que la marche entre ce qu'on fait au lycée et l'enseignement supérieur est énorme. Donc ce parcours permet de rentrer sereinement dans l'enseignement supérieur et donc ensuite de pouvoir continuer, en master, soit à Dauphine, soit dans d'autres établissements, tout en n'ayant pas l'impression, d'être, de perdre sa jeunesse. Ça permet quand même aussi de s'épanouir et c'est très important de pouvoir s'épanouir, je pense, pour aussi réussir, dans le domaine artistique. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Alors nos aménagements, je vais passer très vite, hein, c'est à peu près la même chose que dans les autres présentations. En sciences des organisations, on a la particularité, d'avoir, tous les étudiants du parcours talent qui forment un groupe d'études spécifiques et ils ont des cours qui sont regroupés sur 2 matinées. Donc les horaires de cours sont très légers. On arrive à ça par le fait qu'ils font en 3 ans au lieu de 2, le programme et aussi par le fait que, par exemple, certains cours qui sont en amphi sont filmés et captés en vidéo pour les étudiants talents et ils peuvent le revoir en replay, chez eux quand ils veulent, quand ils ont le temps. Et donc l'avantage, de cet aménagement avec ces horaires aménagés, c'est que les étudiants, comme ils ont que 2 matinées, ils peuvent facilement s'arranger pour aller en cours et c'est quand même plus facile, de pouvoir étudier quand on peut participer à un vrai cours en présentiel, plutôt que quand on est, tout seul, face à son écran et donc le groupe de 30 étudiants à horaires aménagés, ça permet aussi de pouvoir s'entraider et de pouvoir, travailler ensemble. Dans la licence mathématiques et informatique des organisations, qui est nettement moins demandée que la licence, sciences des organisations, l'aménagement est pas tout à fait le même. Il y a 5 à 8 étudiants dans le parcours talent et ils ont en fait un emploi du temps à la carte. Ils peuvent choisir, leur groupe de TD et ils ont un horaire hebdomadaire réduit, donc ils font également le cursus des 2 premières années en 3 ans. Sinon, nous avons, des aménagements pour les examens de contrôle continu et également un suivi par, les responsables de parcours, par des assistantes de formation dédiées et un tutorat qui existe en particulier pour les étudiants de Mido qui, eux, ne sont pas, ensemble dans un groupe spécifique. Donc pour pas qu'ils soient perdus, ils ont un système de tutorat. Sur le plan des aménagements, je voudrais insister sur le seul aménagement qu'on n'a pas, et qui est en fait lié, au fait que
nous ne faisons aucune concession de niveau. C'est-à-dire que le seul aménagement qui n'existe pas, c'est que les étudiants du parcours talent doivent passer les mêmes examens que les étudiants du parcours classique de Dauphine. Donc, il y a deux semaines qui sont absolument contraintes. C'est la semaine de janvier et une semaine en mai pour passer les partiels. Et ça n'est pas négociable. Tout simplement parce qu'on ne fait pas de concession de niveau. Alors les spécificités donc, de notre parcours par rapport à ce qui a été proposé, j'en ai déjà parlé, c'est le fait d'avoir un groupe d'étudiants talents, spécifique. Le fait de ne pas avoir de concession de niveau et d'avoir exactement le même diplôme, que les autres étudiants de Dauphine. Donc les programmes d'études et les examens sont les mêmes. Donc, pour tout renseignement que vous voudriez avoir sur le contenu des études, le site Dauphine est exactement le même, pour les étudiants talents que pour les étudiants du parcours classique. Et comme, à l'université Gustave Eiffel, on a une option qui permet de valoriser le talent dans les études. C'est-à-dire une option, qui est ouverte, à tous les étudiants à Dauphine. Ils peuvent choisir certains cours en option. Pour les étudiants du parcours talent, c'est une option, donc pour les artistes, une option artistique. Et pour les artistes, une des modalités principales de cette option consiste en la création et l'organisation d'un spectacle, qui cette année aura lieu le 3 avril, heu, pour l'université et pour leurs proches. Donc le spectacle est complètement libre. Ça peut être un spectacle musical, un spectacle, de théâtre. Puisque le parcours talent est ouvert aux comédiens, aux danseurs, aux chanteurs et aux musiciens, principalement. Alors comment être sélectionné? Une, petite différence par rapport à ce qui a été présenté, jusqu'à présent. Nous, on sélectionne uniquement par Parcoursup. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, à la fois sur le site de Dauphine et Parcoursup. Tout se fait sur Parcoursup. Donc sur Parcoursup, c'est à peu près le même dossier de candidature que pour les autres formations et on a un pavé en plus qui est en fait, ce qu'on appelle le CV artistique. Donc, vous allez avoir les mêmes zones à renseigner, que sur les autres candidatures Parcoursup et en particulier une aide de motivation. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit être le projet de formation motivée qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Heu, il faut également, renseigner tous les critères scolaires, donc les bulletins et il y a également un endroit, où vous pouvez, sélectionner, quel est votre talent, donc soit artistique, soit sportif, soit, entrepreneurial et ensuite vous allez pouvoir, notamment pour les artistes, renseigner votre CV artistique. Alors ce qu'on appelle le CV artistique, c'est quelle est votre formation, votre, historique de formation, dans quel conservatoire vous avez étudié et où vous en êtes, dans vos études musicales et quelles sont vos expériences après? Quelles sont déjà, par exemple, toutes les prestations artistiques que vous avez fait et la sélection donc va se faire sur un double critère, exactement comme à Sorbonne, un critère académique. Il faut d'abord que vous ayez le niveau, pour suivre, les études à Dauphine. Donc il faut savoir que nos licences en économie et en gestion utilisent beaucoup les outils quantitatifs. Donc il faut un bon niveau en mathématiques et il faut avoir continué l'étude des mathématiques en terminale, donc soit en option, soit en spécialité. Et sinon, la sélection académique là est faite, par rapport, aux moyennes générales et d'autre part, il y a une sélection qui est faite aussi sur des critères artistiques. Donc il faut remplir les 2 critères de sélection.
Pour la sélection sur les critères artistiques, on va regarder votre dossier Parcoursup, donc votre CV artistique. On va se baser, comme à la Sorbonne, sur, le conservatoire, ou les écoles, artistiques avec, comme à la Sorbonne, plutôt, il vaut mieux aller dans les conservatoires d'État. On a une moins bonne connaissance des écoles, et des formations privées et pour ça, pour la sélection, bien sûr, on va s'aider d'avis d'experts. Donc, on a en particulier un expert qui vient du CNSAD, pour, nous aider à sélectionner, les comédiens et pour la musique et le chant et la danse, on a un expert du CNSMDP. Plus en fait, on peut aussi interroger d'autres personnes, d'autres contacts qu'on a, si pour nous aider. Donc, pour, tout ce qui est questions précises sur les candidatures, notamment, les niveaux, les quotas éventuels et cetera, vous pouvez regarder le rapport, de campagne Parcoursup qui est sur notre site Dauphine. Et pour répondre peut-être à une question qui est apparue, sur notre groupe de 30 étudiants du parcours talent en licence en sciences des organisations, on n'a pas de quota entre les artistes et les sportifs et les entrepreneurs. D'expérience, alors le parcours a été créé au départ pour des sportifs et il a été ouvert, il y a une dizaine d'années aux artistes, donc un peu comme à la Sorbonne. D'habitude, on a, dans le groupe de 30, entre 1 et 3 entrepreneurs maximum. En général, on a 1 ou 2 entrepreneurs et ensuite ça se répartit à peu près à moitié-moitié entre les artistes et les sportifs et cette année, on a plutôt, 2/3 d'artistes et seulement 1/3 de sportifs. Voilà, alors ça s'explique par le fait que pour les sportifs, il y a eu énormément de programmes qui se sont développés avec, l'arrivée des jeux olympiques, et du coup, ils vont pouvoir avoir, d'autres possibilités, et donc ça s'est fait au bénéfice des artistes parce qu'on avait, des artistes de bon niveau artistique et de bon niveau académique. Donc on avait beaucoup de bons candidats, donc on a pris des artistes. Pour trouver les informations, donc notre journée porte ouverte a eu lieu samedi, il y a 2 jours, mais elle était entièrement en ligne. Donc si vous allez sur le site Dauphine, vous allez être, en tapant, journée porte ouverte Dauphine ou tout simplement, Dauphine samedi des lycéens. Notre journée porte ouverte s'appelle le samedi des lycéens. Vous allez automatiquement, avoir accès à toutes les conférences, qui sont en replay. En particulier, la conférence, sur les parcours talents, qui est en replay, mais je vous invite également à regarder les conférences sur le parcours classique parce que vous aurez beaucoup d'informations sur le contenu des études, sur, les matières qui sont étudiées, pour voir si c'est, un domaine d'études qui vous intéresse. Vous pouvez aussi regarder, sur l'Instagram Dauphine Talent. Là, vous aurez plus, des petites, images de la vie de nos étudiants. Voilà et peut-être qu'il y a des musiciens, parmi les auditeurs. Il y a eu un très beau portrait qui a été fait, au mois de décembre dans la revue, Classica. Sur une jeune et talentueuse harpiste qui s'appelle Alexandra Bidi et qui a été étudiante, dans le parcours, Dauphine Talent, à Mido. Voilà, donc vous pouvez regarder si vous êtes intéressé par cette revue. Voilà. Donc avant de passer aux éventuelles questions, en 1 minute, pour faire la synthèse de ma présentation, est-ce que le parcours talent, c'est un programme en distanciel? Non, puisque, comme on l'a vu, tout est fait pour que vous puissiez assister aux cours de façon à avoir, les meilleurs atouts pour réussir. Est-ce que c'est un programme à la carte? Non, puisqu'on ne choisit pas ses cours, on suit les mêmes cours, que dans les licences classiques de Dauphine.
Est-ce que c'est une déclinaison aménagée des licences LSO et MIDO de Dauphine? Eh bien oui, tout à fait, puisque, ce sont les licences, mais spécialement, aménagées pour, permettre de suivre un double cursus. Et est-ce que si on ne valide pas toutes ces UE, c'est-à-dire que si on n'a pas le temps de tout finir ou si on a des difficultés, est-ce qu'on aura quand même un certificat Dauphine? La réponse est non, puisque le parcours talent doit vous mener en fait à une licence, Dauphine. Et pour terminer, peut-être ajouter, parce que ça répond à une question qui a été évoquée tout à l'heure quand on parlait de la Sorbonne. Hem, on a, des exemples d'étudiants qui sont en double cursus. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des extraterrestres qui étaient au conservatoire, de musique. On a également, des étudiants qui font un double cursus théâtre. Donc ils sont dans des écoles de théâtre, alors les écoles de théâtre, soit au CNSAD, soit sur, de très bonnes écoles, sur Paris. Donc on a aussi des étudiants qui jonglent entre Dauphine et une école de théâtre. Là, je cache pas que c'est, aussi très difficile. Ça nécessite surtout qu'en théâtre, ils ont par moments des semaines qui sont complètement, je dirais, en immersion dans le théâtre. Donc là, ils sont obligés de basculer complètement sur le théâtre. C'est un petit peu plus difficile, mais c'est gérable. Merci Anne. Je propose qu'on enchaîne sur Sciences Po parce que beaucoup de questions vont être communes en fait. Et plutôt que de reposer 2 fois les mêmes questions ou 3 fois les mêmes questions, parce que il y en aura aussi pour la Sorbonne, enfin ça s'adressera aussi à la Sorbonne. Voilà, je laisse Myriam prendre la suite avec Sciences Po. Merci beaucoup Muriel. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce soir pour parler du dernier né de nos statuts, puisque je vois qu'avec nos collègues, nous sommes les plus jeunes, hein, puisque le statut a été créé en 2013. Mais il n'a pas pour autant été question dans notre établissement de ne pas avoir de pratique artistique. Et je voulais, avant de vous présenter en détail le statut d'artiste, vous donner quelques éléments sur l'écosystème de Sciences Po qui est favorable aux arts et vous dire, pour répondre à la question qui a été posée aux différents établissements, que Sciences Po est à Paris, mais pas seulement, puisque nous avons 6 campus en région qui préparent à la même formation en sciences humaines et sociales, et qui se trouvent dans des villes moyennes, à Dijon, à Poitiers, à Nancy, à Menton, au Havre, et j'ai oublié une ville que j'oublie toujours. Bon, ça va me revenir. En tout cas, chacun de ces campus est concerné, bien sûr, par ce statut d'artiste de niveau et par cet écosystème qui est favorable aux arts. Alors, favorable aux arts, puisque Sciences Po donc, est une université internationale en sciences humaines et sociales, a tenu à mettre des arts, des pratiques artistiques au sein de ses cursus, que ce soit en premier cycle, avec, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle les ateliers artistiques, qui sont des cours de 24 heures, qui sont obligatoires pour tous les étudiants du collège universitaire, donc du premier cycle, et qui concernent différents arts qui sont dispensés par des intervenants, qui sont souvent des praticiens, et qui allient la pratique et la théorie dans ces ateliers pour amener les étudiants à avoir un regard particulier et porté par l'art en question. Il peut s'agir de la peinture, de la photo, du chant, de la danse, de la musique. Et ces ateliers ont été mis en place en 2017 pour permettre aux étudiants qui le souhaitaient, euh, sachant que ce sont bien sûr des ateliers obligatoires, mais que la plupart des étudiants qui postulent dans notre établissement, vous parliez tout à l'heure, Dauphine, de passion, ont aussi des passions qu'ils expriment d'ailleurs dans leur candidature. Et donc, cette préexistence parmi nos candidats de pratiques artistiques, pas forcément à un niveau professionnalisant, mais à un niveau amateur, nous a semblé être un élément important à inscrire aussi dans le cursus.
En troisième année, les étudiants partent à l'international et peuvent choisir, parmi nos universités partenaires, un parcours qui doit être à 60% en sciences humaines et sociales, en lien avec la majeure qu'ils ont choisie au collège universitaire. Ils ont donc 40% de cours qui sont ouverts, qui sont libres et qu'ils peuvent choisir aussi dans les domaines artistiques qui les intéressent. En deuxième cycle, il y a des programmes diplômants, donc des masters, qui sont construits autour des questions de gestion de la culture, qu'il s'agisse du double diplôme avec l'école du Louvre, mais aussi et surtout le master en politique publique, spécialité culture, qui est un des plus connus à Sciences Po pour former des futurs gestionnaires de la culture et qui accueille chaque année une cinquantaine d'étudiants. Et puis le master communication et industrie créative de l'école du management et de l'impact, qui est aussi un master de formation d'acteurs de la culture et des arts. La Maison des Arts et de la Création est aussi un objet qui permet la coordination de différentes pratiques artistiques et qui est matérialisé par 4 chaires qui sont occupées par des personnes connues dans leur domaine, connues et reconnues. La chaire d'écrivain en résidence a maintenant 5 ans, parce qu'elle a été créée en 2019. Kamel Daoud, l'écrivain algérien, a été le premier résident de cette chaire d'écrivain. Aujourd'hui, c'est Karine Thuil qui vient de terminer la session. Et dans cette chaire d'écrivain en résidence, les auteurs, les écrivains donnent des cours aux étudiants de Sciences Po qui le souhaitent et qui veulent travailler leur capacité d'écriture. En la chaire cinéma qui a été animée cette année, qui est animée cette année par Claire Denis, il y a 4 événements qui sont la plupart du temps des rencontres avec des intervenants qui sont choisis par Claire Denis et qui parlent de problématiques particulières sur son cinéma, avec bien sûr une adresse très particulière à tous les étudiants de Sciences Po, avec aussi une masterclass. C'était le cas également de la chaire danse et musique avec le chorégraphe Benjamin Millepied qui est pour l'instant l'artiste qui est en charge de cette chaire, et pour la chaire des arts visuels, le commissaire d'exposition Jean Deloisy, qui permet, toujours dans cette même logique de donner à voir aux étudiants quelques expériences dans ces domaines avec la participation d'intervenants reconnus dans leur domaine. La vie associative, je vais passer très rapidement, j'imagine que c'est la même chose dans tous les établissements, une vie associative très dense, avec la possibilité aussi d'aller pratiquer de manière amateur, de s'ouvrir, de connaître de nouveaux arts pour les étudiants sur tous les campus. Et j'ai une petite tendresse pour Sciences Polyphoniques, qui est une association qui vient de se monter et qui était précisément, qui a été à l'origine de notre réflexion sur la création du statut d'artiste de haut niveau, qui n'existait pas à Sciences Po jusqu'à présent, alors que nous avions depuis presque 20 ans créé un statut de sportif de haut niveau qui a permis de faire beaucoup d'analogies avec ce nouveau statut. Alors, le statut, donc je disais une similitude avec le statut de sportif de haut niveau, avec une grosse différence tout de même, c'est qu'il n'existe pas de liste ministérielle pour les artistes de haut niveau comme il en existe pour les sportifs de haut niveau. Donc, la nécessité de pouvoir discerner les artistes de haut niveau des artistes amateurs ou des étudiants qui aiment les arts et qui pratiquent différents arts, mais de manière non professionnalisante. La création part d'un constat dont vous avez parlé et qui est aussi l'objet de la rencontre de ce soir, c'est l'abandon des cursus artistiques pour des cursus académiques. Et puis aussi, un élément intéressant, c'est que les artistes ont toujours été à Sciences Po, mais on ne les voyait pas. Donc la gestion se faisait de manière peu visible, comme pour les sportifs de haut niveau, qui, malgré leur présence dans l'établissement, avaient une relation avec le responsable pédagogique du programme, qui connaissait bien sûr ces étudiants sportifs ou ces étudiants artistes, mais qui n'étaient pas institutionnalisés. Donc à aucun moment,
on était en mesure de dire, il y a tant de sportifs de haut niveau à Sciences Po, tant d'artistes de haut niveau à Sciences Po, puisque c'était pas repéré. Et une des motivations de la création de ce statut était aussi de pouvoir les identifier pour mieux les accompagner et les mobiliser. Alors, ce statut s'adresse à tous les étudiants de Sciences Po, quel que soit leur niveau d'études. C'est important, tous les programmes. Ce n'est pas un statut qui est préalable à la candidature. Donc, comme la collègue de Dauphine, les étudiants sont admis dans l'établissement et ensuite, ils peuvent obtenir le statut d'artiste de haut niveau, qui est depuis 2 ans ou 3 ans présent dans Parcoursup et de plus en plus présent puisqu'il permet d'avoir quelques informations complémentaires sur la pratique artistique. Donc, pour revenir aux conditions d'éligibilité, il faut que les étudiants, donc ce ne sont plus les candidats, mais les étudiants, soient engagés dans une formation artistique diplômante, quel que soit l'art en question, avoir des heures de pratique régulières et importantes, et donc les informations qui sont obtenues de ces étudiants viennent d'abord de Parcoursup. On identifie les étudiants qui ont été admis, donc les candidats admis sur Parcoursup. Nous les contactons et nous leur demandons des informations selon un cadre qui a été défini par la direction des admissions et la direction de la scolarité et de la réussite étudiante, dont je suis la directrice, et j'ai oublié de me présenter, je suis désolée pour cela. Et donc, une commission se réunit avec différents professionnels des arts, directeurs d'école, par exemple la directrice de l'école nationale supérieure de musique, aussi la directrice du CNSM, j'arrive jamais à le dire, vous m'avez compris, et Madame Mahé est également présente dans notre commission. La commission a lieu 2 fois par an avant la rentrée et donc à partir de Parcoursup. Qu'est-ce que c'est que ce statut d'artiste de haut niveau et quels en sont les bénéfices? Les étudiants bénéficient d'inscriptions pédagogiques anticipées. C'est très important parce que ça permet précisément de choisir un emploi du temps conforme à l'engagement artistique qui est connu au début de l'année universitaire. Ils peuvent bénéficier d'un aménagement de scolarité qui se précise par la plupart du temps un étalement de scolarité, comme dans vos établissements, avec la possibilité de faire son bachelor en 4, 5 ou 6 ans, sans droit de scolarité supplémentaire. Ça, c'est important, c'est-à-dire que vous savez que, ou peut-être pas, je vous l'apprends, mais les droits de scolarité à Sciences Po sont fonction des revenus des parents. Ce ne sont pas des droits de scolarité fixes comme dans les universités. À Dauphine, je crois qu'il y a un système un peu similaire au système de Sciences Po. Donc, les droits de scolarité sont définis pour une année. Si l'étudiant souhaite faire son année en 2, il ne paiera qu'une année de droits de scolarité, à la condition que ce choix se fasse de manière anticipée. Le bénéfice est aussi celui d'avoir un statut qui est donc visible par l'institution et qui permet un accompagnement plus adapté. Par exemple, comme quand les étudiants partent en 3e année, ils peuvent choisir de faire leur cursus dans une ville où il y a une structure qui peut être intéressante pour poursuivre la pratique de leur art, même si c'est pas quelque chose de si évident, parce que notamment en Europe, on a encore des difficultés parce qu'il faut des inscriptions qui sont pas toujours obtenues dans 2 établissements différents, mais les étudiants arrivent à trouver une solution. Je pense à un étudiant qui est en 3e année aujourd'hui à Vienne, qui est à l'université de Vienne et qui a réussi à s'inscrire au Conservatoire national de Vienne et qui poursuit sa pratique de chant lyrique. Mais il a été obligé, pour des raisons administratives encore, à travailler, de passer le concours du conservatoire qu'il a réussi brillamment. Donc, il fait en parallèle ces 2 cursus. Et puis, à Sciences Po, il y a des périodes de stage et des périodes hors les murs qui sont assez importantes. Il y a notamment un parcours civique en première année où les étudiants doivent faire un mois de stage à l'extérieur de l'établissement. Ils peuvent le faire tout à fait en lien
avec la pratique de leur art. Et en master, bien sûr, les étudiants ont un semestre de stage en ligne qui peuvent aussi orienter. Donc là, le fait de rendre visible ce statut permet un accompagnement des équipes pédagogiques beaucoup plus adapté. Et puis, on en a parlé tout à l'heure aussi, être identifié par la Maison des Arts et de la Création pour pouvoir, s'ils le souhaitent, bien entendu, les mobiliser pour différents événements. On a des étudiants qui participent notamment à notre cérémonie de diplomation des musiciens, mais ça peut être pour toutes sortes de prestations dans notre établissement. Les artistes de haut niveau sont, il y a une personne qui est référente de ces artistes de haut niveau, donc je vous ai mis le mail ici, et la journée porte ouverte, comme beaucoup d'entre vous, aura lieu le 3 février. Je vous ai mis l'adresse de notre site, et il faut s'inscrire puisque c'est une journée porte ouverte qui sera entièrement digitalisée, puisque nous avons, comme je vous le disais, 6 campus en région et des étudiants aussi qui s'inscrivent à l'international. Voilà, j'espère avoir été claire. C'est un statut récent. Nous avançons en marchant. Pour l'instant, nous avons 25 étudiants qui ont demandé le statut. Demander le statut ne veut pas dire obligatoirement de mettre en place un aménagement de scolarité, notamment un étalement, mais permet d'avoir la possibilité, et le statut est aussi revu chaque année universitaire. Je vous remercie. Merci Myriam. Dans le cas de Sciences Po, il n'y a pas de prérequis sur les matières, les spécialités suivies. Un bac technologique comme S2TMD, donc un bac sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, peut tout à fait postuler, à condition d'être un très bon dossier. C'est ça. On décorrèle la partie académique de la partie artistique qui est en complément. Alors, bien sûr que si on a cette information, comme pour le statut de sportif de haut niveau, ça permet aux évaluateurs, lorsqu'ils regardent les dossiers, d'estimer la charge de travail du candidat au regard de ces deux pratiques, mais il n'y a aucun bonus et c'est vraiment le niveau académique qui prévaut. Alors pour chacun d'entre vous, peut-être une question, quel est le niveau scolaire minimal requis? C'est-à-dire, je suppose que c'est une histoire de moyenne à peu près générale, pour avoir une idée, hein, évidemment, il faut rentrer peut-être dans plus de détails. Chacun d'entre vous, je crois, était concerné par cette question. Donc, si je commence par David. Ça dépend des portails, ça dépend des années, mais en gros, dans les matières scientifiques, un bon bloc au-dessus de 13-14 de moyenne. D'accord. Anne? Sur le rapport Parcoursup, on voit que chez nous, c'est autour de 16 de moyenne générale, donc une très forte sélectivité. Mais il y a aussi un souci de diversifier le recrutement. Et donc après, on va essayer d'aller dans tous les lycées. On ne pas se concentrer uniquement sur les lycées parisiens. On a notamment un programme qui s'appelle Égalité des chances et qui nous amène à examiner les candidatures qui sont en termes de moyenne moins élevées, mais qui sont en fait des étudiants motivés et qui sont bons dans leur lycée. Même si le lycée est moins coté que les prestigieux établissements parisiens. C'est ça. Et pareil pour Sciences Po, donc. Oui. Alors, Sciences Po a un programme d'égalité des chances depuis plus de 20 ans et 200 lycées partenaires. Donc, c'est aussi quelque chose de très important. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du lycée Brassens. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le lycée Bergson qui a pris le relais. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est des profils qui nous intéressent beaucoup. Je peux pas donner de moyenne parce que à Sciences Po, c'est un score, en fait. Il y a quatre éléments qui constituent la procédure d'admission. Donc, je peux pas donner de score, mais c'est vrai que les notes du baccalauréat sont prises en considération dans le bloc 1.
mais il y a de l'espace pour un bloc 2 qui donne des éléments un peu plus qualitatifs, et puis un bloc 3 où il y a des écrits qui permettent aussi d'avoir une estimation qui ne reste pas uniquement sommative avec les notes du baccalauréat. Donc, j'ai envie de dire, il faut que l'étudiant, le candidat soit très bon, mais je peux pas donner de notes. Ça serait, enfin, ça correspond pas du tout à notre façon de compter, même si les élèves qui sont admis sont quasiment la majorité détenteurs d'une mention très bien au baccalauréat. Excusez-moi, Madame Dubois, là, je profite, j'ai un conflit d'intérêt, c'est le parent qui parle. Comment vous intégrez les notes du bac? Je vous entends pas bien. Oui, comment vous intégrez les notes du bac Eh ben, dans en votre fait, sélection? Parce que Parcoursup, les notes sont avant? alors les notes que nous avons, les notes de première, bien sûr. Ah oui, d'accord. Bah oui. Oui, Oui, pas d'accord, hélas. pas les notes. Hélas, on n'a pas de situation, hélas. L'an dernier, il y avait. Cette année, il n'y aura pas. Bah oui. Ouais, Comme chez tout le monde. Mm. Pareil, alors, on va rentrer sur une danseuse une situation particulière, une danseuse du CNSM, d'épée, donc vous savez que les études de danse, c'est à peu près, on va dire, au moins 20-25 heures de danse par semaine. Est-ce que ça peut se jouer, que ça soit à Sorbonne, enfin en sciences, donc la jeune fille, enfin, elle proposait aussi, je suppose que c'est plutôt pour des études scientifiques, mais voilà, est-ce qu'on peut lui répondre, y compris pour Sciences Po, parce qu'il y a peut-être d'autres danseurs, ou je sais qu'à Dauphine, il y en a eu aussi. Oui, on en a eu, hein. Je reviens sur ce qui a été dit par mes collègues. C'est une question d'étalement. C'est une question d'étalement. Voilà, il faut vraiment avoir en tête que la licence obtenue après 3-4 ans, après 4 ans au lieu de 3, et je voudrais reprendre aussi ce que dit ma collègue Anne Bézière, qui est très intéressant et que j'avais oublié dans ma présentation, c'est aussi la possibilité de faire un choix en connaissance de cause. Et nous, on a beaucoup, alors au début on appelait ça les abandons, mais c'est pas tellement des abandons, c'est que le fait de proposer ces cursus, ces aménagements permet aux artistes de se faire une idée de ce que sont les sciences dans l'enseignement supérieur, ce qui peut être différent de l'enseignement secondaire, de poursuivre leur carrière artistique et de faire un choix en connaissance de cause. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'essayer avec un volume académique qui ne perturbe pas la carrière artistique, et qu'après, l'étudiant ou l'étudiante fasse son choix en connaissance de cause, quitte à peut-être lever le pied au niveau artistique pour se consacrer un peu plus aux études, ou le contraire. Oui, nous, je pense, on a une étudiante en particulier qui est en fin de parcours, en 3e année, qui suit une école, un cursus intensif de danse. Alors, c'est pas au CNSMDP, c'est en danse jazz. Donc, mais c'est au pôle de Boulogne. Donc, oui, c'est très intensif. Et pour l'instant, elle y arrive. Grâce à l'étalement. C'est le pôle Sup Paris-Boulogne. Oui, voilà, c'est ça. Alors, à Sciences Po, on a eu une jeune danseuse, effectivement, qui était au CNSMDP, ça y est, j'ai réussi à le dire, et qui était en master, en revanche, qui a fait son master en plusieurs années, mais en bachelor, j'ai pas eu d'informations sur un tel profil. Alors, la question, on a une question aussi sur le cours Florent, mais également pour compléter la question, puisqu'il y en a une autre question sur le nombre d'heures de pratique artistique, en fait. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures ou est-ce que, au contraire, c'est plutôt la finalité que vous allez regarder, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un type de cursus qui présente une question de choix à un moment donné, donc une orientation pré-professionnelle ou professionnelle, avec des études générales de l'autre côté. Ou est-ce que on est simplement, on a entendu parler de DEM par exemple, minimum, à Sorbonne, c'est-à-dire un cursus en cycle spécialisé minimum. Je vous laisse un peu tous compléter.
Je vais commencer parce que chez nous, c'est pas forcément, un DEM, hein, ça peut être, une pratique, amateur, on en parlait, tout à l'heure, dans la mesure où quand même à 18 ans, on est relativement jeune. Donc tous les voire 17 parce que les étudiants sont souvent brillants, ils sont en avance. Donc à 17-18 ans, on n'est pas forcément abouti dans son cursus, on n'est pas forcément, dans un cursus, pré-professionnalisant. Donc c'est pas un critère trop strict et pour ce qui est, du cours Florent, en fait, il y a plusieurs cours possibles, hein, au cours Florent. Donc on va regarder, les différentes, classes, qui sont suivies, mais c'est vrai que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans le CV artistique à la fois de formation et d'expérience. On va regarder les 2 points, notamment en théâtre. Parce qu'en théâtre, quelquefois, c'est aussi déjà l'expérience qui a pu être, réalisée, qui compte autant que l'école de théâtre. Et c'est clair qu'on va plutôt donner les places aussi aux étudiants qui ont vraiment besoin d'un aménagement. Si après, le temps de pratique est très réduit et permet de suivre un cursus classique, c'est pas la peine de donner une place en talent. Alors, à Sciences Po, on est plus dans une logique de suivi d'un double cursus, c'est-à-dire à la fois un cursus en sciences humaines et sociales et un cursus artistique, menant tous les deux à un diplôme. On est dans cette logique-là, mais encore une fois, on est au début de la mise en place de ce statut, donc les choses pourront évoluer avec la pratique des années. Nous, sur le niveau artistique, c'est un peu dur parce on a un effectif limite. On se limite à avoir une cinquantaine d'artistes et sportifs. Donc, ça dépend. On veut rester dans un travail qualitatif. Donc, voilà, l'appartenance au Conservatoire national, au CRR, c'est un plus, mais on n'a pas de niveau systématique chaque année. Ça va aussi dépendre un peu des places et on peut des fois intégrer des artistes d'un moindre niveau, mais qui ont un très bon niveau scolaire et qui vont bénéficier d'aménagements un peu plus légers. Donc c'est assez souple là-dessus, mais en gros, voilà, déjà, avoir appartenu à des horaires aménagés au lycée, c'est aussi un gage d'un certain niveau, quoi. Alors, on a des questions aussi qui portent sur est-ce qu'il existe ailleurs en France, pas que les campus de Sciences Po, mais d'autres universités qui proposent des statuts d'artistes de haut niveau. Oui, la réponse est oui. Par exemple, les Polytech à Montpellier, en partenariat avec le CRR de Montpellier, propose une formation en double cursus. Et vous avez des exemples de ce type-là pratiquement dans toutes les villes de France. À vérifier à chaque fois parce que le statut est conjugué, on va dire, chacun à sa sauce. Il est cuisiné par les responsables d'université, les responsables de formation, chacun un petit peu comme il l'entend, comme il le souhaite, à la fois sur les critères d'admissibilité, d'admission, enfin dans le statut, et sur la façon de gérer l'étalement. Je sais par exemple à Nanterre, ce statut existe également, mais ne permet pas, par exemple, de choisir correctement, enfin comme on veut, son aménagement. Enfin, par exemple, ses TD, etc. Donc, ça peut parfois se conjuguer plutôt en... en tout cas, c'est rarement, ce n'est jamais, dans pratiquement aucun endroit, quelque chose qui permet d'exempter de cours. Je crois que je crois qu'il faut le dire parce que la formation, elle reste entière. Elle se fait en plus d'années. Mais à la limite, c'est pas forcément très grave. Hein, faire en 5 ans, 6 ans, une licence, parce qu'on fait un double diplôme, n'est pas forcément un problème. On a des questions à Assas. Assas, il existe la possibilité d'obtenir des aménagements. C'est un peu difficile, mais il y a la possibilité, normalement, il faut un peu les secouer parfois.
pour obtenir la mise en place d'aménagements parce que effectivement, ils prennent en compte le statut d'artiste de haut niveau. Je pense qu'on a à peu près. Alors, on a un étudiant, enfin un lycéen qui s'inquiète un peu parce que ce qui se dit qu'avec 15 de moyenne générale, finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'offre à lui. Alors, on a entendu que Sorbonne Université, ça pouvait fonctionner à 15 de moyenne. À Sciences Po, bah, ça va dépendre. Effectivement, on a des très hauts niveaux mais ça va dépendre aussi des matières. Il faut bien regarder aussi. Effectivement, je pense que c'est vrai que de mener déjà un double cursus en fait au lycée et d'avoir mené une formation de haut niveau, et je comprends la frustration, hein, c'est que mener par exemple tout un cursus pour rentrer au CNSM ou être au CNSM déjà au lycée et du coup n'avoir que 15 de moyenne parce que déjà on mène deux choses de front. Il y a des formations qui existent. Ça sera peut-être pas Sciences Po, ça sera peut-être pas Dauphine. Ça peut être Sorbonne Université si vous voulez aller en sciences, mais il y a d'autres formations. On a entendu là, qui existent. Hein, ça peut être Sorbonne Lettres, ça peut être la musicologie, ça peut être des licences de langue, ça peut être des licences d'art du spectacle. Voilà, il en existe d'autres avec ces statuts-là, et il faut vous renseigner auprès de vos universités. Moi, je tiens à ajouter aussi, j'ai parlé de 16 de moyenne, mais bien sûr, pour les talents, on descend bien en dessous, puisque, comme vous le disiez, en fait, les étudiants qui ont déjà une double vie, ils ont nettement moins de temps pour étudier que ceux qui ne font que être lycéens. Donc, on descend, évidemment, on regarde les bons dossiers académiques. Ce qui est essentiel, je pense, c'est la motivation pour les études. C'est pour ça que il n'y a pas que la moyenne générale, il y a aussi le projet de formation motivé sur Parcoursup. Ça, c'est important de bien expliquer ce que vous avez envie de faire. Et les appréciations. C'est que contrairement à ce qui peut être dit sur Parcoursup, beaucoup de dossiers sont lus, étudiés attentivement, et les appréciations des enseignants, plus que les notes, hein, je revois entièrement mes collègues, hein, on a donné des ordres de grandeur. C'est pour dire que, mais c'est logique, candidater dans une fac de sciences avec des notes inférieures à 12 en sciences, ce serait pas pertinent. Après, dire est-ce qu'on va prendre à 13, 14 ou 15, ça va dépendre aussi de ce qu'écrivent les enseignants, de ce que dit le conseil de classe sur la motivation, sur le sérieux, sur la capacité qu'ont les élèves à gérer les deux. Et Merci. Oui, pardon. le dossier de candidature à Sciences Po, je parlais du bloc 2, qui est précisément le bloc un peu qualitatif et qui regarde comment l'étudiant, le candidat a évolué pendant sa scolarité au lycée. C'est un élément intéressant de voir si dans la durée, il y a une progression et bien sûr si la motivation est suffisamment clairement exprimée. Peut-être aussi, alors j'allais poser une question, on a une question très concrète. Qu'est-ce que si on étale en fait en un an, en 2 ans à Sciences Po, ça fait combien d'heures par semaine? Alors à Sciences Po, on a un peu comme à Sorbonne Université, à Dauphine, on est entre 20 et 22, 24 heures de cours par semaine. Et 24 heures de cours par semaine, ça veut dire énormément de travail sur les cours. Parce qu'il n'y a pas simplement dans l'enseignement supérieur les enseignements, il y a aussi le travail, puisque je vous rappelle que les crédits qui vont être, donc qui sont associés au cours, correspondent à une charge de travail. Donc c'est autant de travail que de cours suivis à peu près. Donc divisé par 2, ça fait une dizaine, 10-12 heures de cours par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Mais en première année, notamment, ça se fait. Merci. Et je pense que on va avoir pratiquement fait. Alors, on avait des questions en fait qui sont des questions. Alors oui, je réponds pour les cursus en distanciel, non pas les vôtres, mais pour les formations en distanciel. Oui, pour les cours en distanciel, que ça soit à la Sorbonne, que ça soit dans les autres
formation à distance. Si vous prenez formation à distance intégrale, oui, vous pouvez suivre une formation à distance en même temps qu'un cursus artistique à l'étranger. Bien sûr, c'est notamment, en partie, ça répond à ça. Donc, effectivement, peut-être aussi, pour répondre au même type de questions, on avait ce type de questions. Est-ce qu'il existe des universités hors Île-de-France? Ça, on a répondu. Mais est-ce qu'il a des renseignements similaires? Est-ce que FUSE peut donner des renseignements similaires? Ou est-ce qu'il y a des homologues de FUSE qui font des webinaires de ce type d'informations pour les formations en Allemagne? Non. En revanche, vous trouverez les formations des aides à l'orientation sur les écoles artistiques, les Hochschule notamment, ou les écoles de danse à l'étranger. Vous allez retrouver ces informations-là, soit sur le site de la Philharmonie avec la médiathèque, donc dans les fiches métiers, ou bien au Centre national de la danse pour les danseurs, où il existe aussi une fiche sur les écoles à l'étranger. Donc tout ceci sera sur le site prochainement de FUSE, peut-être demain. Vous regarderez sur le replay de la première formation, enfin, le premier webinaire qui présentait justement les ressources disponibles pour des jeunes musiciens, des jeunes danseurs et des jeunes comédiens qui sont en recherche de leur orientation. Voilà, donc c'est des éléments que l'on a. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et la conférence sera donnée en replay, donc il n'y a pas de souci. Vous retrouverez aussi à ce moment-là en replay, bien sûr, les présentations PowerPoint qui ont été faites, les diaporamas. Et je vais inviter tous nos intervenants à nous faire passer aussi de toute façon leurs diaporamas par mail, et on les mettra aussi directement en lien téléchargeable sur le site de FUSE avec les replays, comme ça, si jamais, pour être sûr que ça soit bien clair. Donc, il y aura bien tous les éléments. Merci à tous les trois et aux deux autres qui nous ont déjà quittés. Je pense que ça ouvre, voilà, et c'est l'objectif. Les horizons, ce sont des choses qui existent. Il faut pas se retenir d'examiner des solutions, se dire qu'on est obligé absolument d'abandonner un des deux choix, une des deux voies. On peut continuer à essayer de les concilier. En revanche, ça nécessite pour les concilier, effectivement, très clairement des aménagements, parce que dans beaucoup de cas, même si quelques ovnis arrivent à faire des cursus temps plein universitaires, plus un cursus temps plein de haut niveau en artistique, ça reste quand même, je disais, des ovnis, et donc c'est quand même difficile de mener les deux ensemble. Donc, autorisez-vous à aménager surtout vos cursus, à demander, renseignez-vous au maximum et faites-le. Plus si vous n'avez pas envie de choisir, vous n'êtes pas tenu de le faire pour l'instant. Merci beaucoup, et puis nous vous donnons rendez-vous donc lundi prochain sur une séance qui sera dédiée au chemin, aux trajectoires vers la professionnalisation en chant, dont on sait que justement, ça fait partie des formations qui sont comme l'art dramatique, mais ça sera pour l'art dramatique, c'est en février. Mais le chant, comme l'art dramatique, souvent est décalé dans le temps en termes d'entrée dans l'enseignement supérieur. Et donc, on a un certain temps entre le bac et l'entrée dans l'enseignement supérieur artistique, qui est une zone à construire et qui nécessite de réfléchir à un projet un peu cohérent, auquel vous pouvez répondre d'ailleurs par votre offre, vous. Effectivement, ce qu'on a vu aujourd'hui peut permettre ce type de choses, mais il faut aussi se projeter en matière artistique, parce que là, c'est pas si simple que ça de trouver et d'aborder, de rentrer dans un premier cycle de chant, justement. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.